Books! Books! All the books I'll need! All the books! All the books I'll ever want! J'aime lire, mais je trouve plus le temps. C'est en général la rengaine des lecteurs déchus. Il y a bien sûr des centaines de bouquins géniaux que je pourrais suggérer, mais le problème demeure. Les livres prennent un temps fou à être lus. No shit. À minima 3 ou 4 heures pour un roman court. I do not have time for this. C'est donc là que j'ai eu ma grande idée. À une époque où tout doit aller vite, la nouvelle, l'équivalent d'un reel Insta ou short YouTube, devrait trouver son heure de gloire. Oh, wow! Je peux tout à fait concevoir qu'on n'ait pas le temps de se fader la recherche du temps perdu. Obviously. Mais que dire d'une toute petite histoire de 20 pages ? Non, là, c'est vous qui n'essayez même plus. Guilty. Who, me? C'est sur cette sentence irrévocable que je vous ai pondu cette vidéo. Elle s'écarte un peu du reste de la chaîne qui s'adresse à des passionnés, mais devrait satisfaire tout le monde avec une sélection de nouvelles par des auteurs ou autrices de diverses nationalités, genres et tout. Cerise sur le marque-page, elles font systématiquement partie de recueils qui vous permettront de prolonger le plaisir en cas de coup de foudre. I love you, I love you, I love you, I love you. En clair, après l'avoir maté, tout le monde devrait avoir espadrille à son yep, ainsi qu'un truc à feuilleter sur la plage, ou dans une rame pourrie de la ligne 13. Si vous n'avez rien contre un peu d'humour grinçant, je vous recommande La rivière paresseuse par l'écrivaine Zadie Smith. La protagoniste, alors qu'elle est en vacances avec sa famille sur la côte espagnole dans un grand hôtel all-inclusive, observe la clientèle et se lance dans une satire de la société de consommation à travers la métaphore d'une attraction plébiscitée des touristes, une sorte de fausse rivière où les baigneurs, engoncés dans leurs bouées en plastique, dérivent mollement tout au long d'un courant artificiel en forme d'anneau. Aussi gênante qu'hilarante, cette histoire, surtout si vous la lisez en vacances, pourrait bien, croyez-moi, mettre à rude épreuve votre sens de l'autodérision. Cette courte histoire fait partie du recueil Grand Union, dans lequel, au travers d'une dizaine de textes très divers, Smith fait la démonstration de son humour corrosif et œil acéré. Malin et frais, c'est une très bonne porte d'entrée dans l'œuvre d'une des meilleures écrivaines britanniques contemporaines. Le genre intégré est une nouvelle coécrite par John Shirley et William Gibson, l'auteur du célèbre neuromancien, père du mouvement cyberpunk. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué et que j'apprécie davantage à chaque lecture. La trame de cette errance noctambule hallucinée et kaléidoscopique est on ne peut plus simple. Un homme suit discrètement de bar en boîte de nuit une femme mystérieuse, fasciné par son aspect et son étrange présence au monde, mais je vous en dis pas plus pour ne rien spoiler. Extrêmement bien écrite et pleine de métaphores poético-cyberpunk, cette nouvelle, aux faux airs de rêverie modianesque, constitue par ailleurs un excellent point d'entrée dans l'œuvre de Gibson pour ceux que son chef-d'œuvre neuromancien rebuterait un peu à cause de sa narration saccadée et son style assez dense. Sachez par ailleurs qu'elle fait partie de Gravé sur Chrome, un recueil de nouvelles qu'il a publié en 1986 et que je considère comme l'un des meilleurs dans le genre de la SF. N'hésitez donc pas à enchaîner avec, je pense par exemple à Johnny Mnemonic qui a inspiré le film du même nom. Passons maintenant à une catégorie que j'appellerais Nouvelles du monde, autrement dit des histoires très ancrées dans la culture d'un pays. Je voulais d'abord vous parler de Ken par Yukio Mishima, écrivain japonais à la plume sublime, mais qui est surtout connu en France pour avoir mis en scène sa propre mort en 70, se faisant seppuku suite à une tentative de coup d'état raté. Sa littérature est celle d'un esthète, traversé d'érotisme, d'une fascination pour la souffrance et la mort. Dans cette nouvelle d'une 60aine de pages, la plus longue de cette vidéo, on suit l'histoire de Jiro Kobuku, pratiquant de kendo, art du sabre hérité des samouraïs, dans sa quête visant à atteindre la perfection, le geste juste, mais aussi à conserver une rectitude morale mise à l'épreuve par les jeunes hommes qui l'entourent. Comme dans beaucoup de textes de Mishima, l'homoérotisme se diffuse ici par la description méticuleuse des corps en action, mais aussi des dilemmes d'honneur auxquels se trouvent confrontés les protagonistes. Pour conclure, cette nouvelle a été éditée en France dans le recueil appelé
pèlerinage aux 3 montagnes, composé d'autres histoires toutes aussi sublimes et qui vous offriront un point de vue unique sur le monde, en plus de vous faire découvrir une partie de la culture de ce pays. On poursuit notre petit tour du monde avec Anacleto Morones par Juan Rulfo, grand écrivain mexicain dont l'œuvre ne se compose pourtant que de 2 livres, le roman de Pedro Páramo et Le Llano en flammes, recueil dont cette nouvelle fait partie. Un homme, vivant reclus dans la campagne mexicaine, reçoit la visite inopinée d'une dizaine de femmes membres d'une congrégation. Si leurs motivations ne sont d'abord pas très claires, les masques tombent peu à peu et la nature humaine se dévoile dans cette sorte de huis clos sous un soleil de plomb, macabre et érotique. Magnifiquement écrite, cette nouvelle, sombre et pessimiste, est bien représentative du style de Rulfo et de sa vision du monde. Si vous l'avez aimé, jetez-vous sans hésitation sur le reste du recueil et sa quinzaine de récits, portant pour la plupart sur des épisodes de la Révolution et des guerres civiles qui ébranlèrent le Mexique au début du XXe siècle. Un univers pauvre, rural, où le cynisme, la corruption, le parfum de la poudre, les douilles, le sexe et la mort s'alignent côte à côte pour former un autre récit national, celui des laissés pour compte. Dans les collines, les cités est certainement l'une des nouvelles les plus dingos que j'ai jamais lues. Je me souviens qu'après l'avoir terminée, ma première question fut « Comment un type a-t-il pu imaginer un truc pareil ?» Le type c'est Clive Barker et il est bien connu pour Hellraiser et d'une façon générale son esthétique de l'horreur très gore et pleine d'étranges fétichismes flirtant avec le bondage et le masochisme. Vous voilà prévenu. Il signe là une histoire qui vous marquera à vie, jugez plutôt. Alors qu'ils sont en voyage dans l'arrière-pays yougoslave, un couple gay tombe sur un étrange festival tenu par des locaux et dans lequel 2 villages s'affrontent à l'aide de 2 géants. Mais des géants d'un genre un peu spécial. Ce serait criminel de ma part d'aller plus loin dans le résumé, car cela vous ôterait un peu du plaisir de la découverte, donc je la boucle à partir de là. Sachez seulement que oui, c'est aussi hardcore que le nom de Barker peut laisser entendre. Sorte d'orgie à cheval entre le sexe, la performance, le sport et la célébration. Après l'avoir lu, autant vous dire que ces images ne quitteront plus vos têtes. Sachez enfin que cette nouvelle fait partie du premier tome de Livre de sang, qui est une valeur sûre de la littérature horrifique, Le train de l'abattoir par exemple, la toute première du recueil, étant un des trucs les plus flippants que j'ai lus. Passons rapidement sur une nouvelle un peu à part, écrite par l'américain David Foster Wallace, l'un des auteurs les plus excentriques de sa génération. Passionné de tennis, il écrivit plusieurs textes sur le sujet, dont mon préféré est « Revers et dérivés à Tornado Alley », récit absurde et délirant dans lequel l'auteur, obsédé des maths, nous expose ses étranges théories sur ce sport, en particulier ses stratégies pour compenser de faibles aptitudes physiques en se servant du vent et de la topographie du cours. Foster Wallace, ayant grandi dans le Midwest, célèbre pour ses plaines et tornades. J'en dis pas plus. Cette nouvelle fait partie du recueil Un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra pas, qui est un bon point d'entrée dans l'univers de cet auteur décalé, lequel s'est malheureusement donné la mort en 2008. Si vous aimez les histoires un peu casse-tête, mais où l'on s'extasie à chaque page de l'ingéniosité de l'auteur, Le Marchand et la porte de l'alchimiste est faite pour vous. Dans l'Orient du Moyen-Âge, un homme découvre par le biais d'un alchimiste une arche lui permettant de se déplacer dans le futur. La nouvelle se compose ainsi de plusieurs histoires entremêlées de personnes ayant effectué le voyage, le tout avec un fond de conte philosophique à la manière des 1001 nuits. Sans rien vous spoiler, le dénouement final est un truc à vous retourner la tête façon M. Night Shyamalan. Le Marchand et la porte de l'alchimiste a été publié dans le recueil Expiration, qui est une véritable masterclass en termes de storytelling, et disons-le clairement, il n'est nul besoin d'aimer la SF pour dévorer ces histoires aux thématiques universelles. En le refermant, je peux même déjà vous dire ce qui vous trottera dans la tête. Waouh, sacrément malin cet auteur. La montre du doyen,
du duo d'écrivains Erckmann-Chatrian tient une place toute particulière dans mon cœur parce que c'est l'histoire qui m'a donné envie d'écrire. Au XIXe siècle, en plein hiver par une nuit de tempête, un groupe de musiciens débarque à Heidelberg, ville allemande située au nord de la Forêt-Noire. Mais peu de temps après leur arrivée, le bourgmestre est assassiné et sa montre mystérieusement découverte dans leurs affaires. Le groupe est alors mis sous les verrous, à l'exception du plus jeune, parvenu à s'enfuir, et qui va dès lors s'efforcer de prouver leur innocence. Lu au collège grâce à ma prof de français, cette nouvelle fantastique à l'ambiance sombre particulièrement saisissante m'avait tapé dans son univers au point que, devenu adulte, je consacrais 2 semaines à visiter la région en moto, au cours d'un pèlerinage littéraire qui culmina bien sûr par la visite de la ville d'Heidelberg elle-même, célèbre pour son château et sa vieille université. Dans le genre curiosité, je citerai Révélation du prince de feu par Léo Henry. Si vous cherchez l'aventure et l'exotisme, celle-ci est faite pour vous. C'est un récit curieux à la croisée entre le thriller et la fan-fiction, l'histoire mettant en scène 2 des aventuriers les plus célèbres du XXe siècle, Corto Maltese, héros fictionnel de la célèbre bande dessinée, et l'écrivain voyageur suisse Blaise Cendrars. Suite au meurtre d'une prostituée, les 2 hommes vont vivre une étrange aventure dans un Brésil en proie à la corruption. Écrivain méticuleux, Léo Henry, connu pour son roman Hildegarde, est selon moi l'un des auteurs français contemporains les plus intéressants et dont l'éclectisme de ses histoires ne cesse de me surprendre. À titre d'exemple, cette histoire fait partie du recueil Le diable est au piano, composé d'une 20aine de nouvelles toutes plus déstabilisantes les unes que les autres. Ah oui, j'ai été complètement passé sous silence, ce qui est à peu près unique dans l'histoire de la littérature. Difficile de parler de nouvelles bien écrites sans évoquer Paul Morand, l'un des grands stylistes de la langue française, dont Céline lui-même affirmait qu'il l'avait, je cite, « jazzé ». Je vous recommande tout particulièrement La Nuit catalane, écrite dans les années 20 et entremêlant, comme souvent chez lui, un récit amoureux avec des événements historiques, en l'occurrence ici, les émeutes de la tristement célèbre Semaine tragique qui endeuilla Barcelone durant l'été 1909. Alors qu'il prend le train à Lausanne, un jeune homme s'enamoure de sa voisine de compartiment, une belle espagnole se faisant appeler Doña Remedios. Dès lors, il s'efforcera de la retrouver, à Paris ou ailleurs, s'enfonçant dans une passion cruelle. Ce personnage féminin, tragique et flamboyant, parfaite incarnation de la dualité barcelonaise, ville radieuse mais interlope, est inspiré de la femme d'un célèbre anarchiste catalan, exécuté suite à la Semaine tragique. C'est un auteur aujourd'hui méconnu, mis de côté en raison d'une biographie un peu problématique, entre autres sa participation au régime de Vichy alors qu'il était diplomate. Malgré cela, le lire de nos jours, c'est s'immerger dans une autre époque, décrite et décryptée avec génie. Cette nouvelle fait d'ailleurs partie du recueil Ouvert la nuit, qui eut un grand succès à sa parution. Morand, grâce à son poste de diplomate qui lui permit de voyager beaucoup, il raconte ses diverses aventures et expériences de par le monde. There's time enough at last. Voilà, j'espère que cette sélection fera battre votre petit cœur de lecteur déchu, et si vous avez d'autres recommandations, partagez-les ci-dessous à la communauté, et n'hésitez pas à faire un petit tour sur le reste de la chaîne. Allez, ciao et bonnes vacances. That's not fair. Mr. Henry Bemis in the Twilight Zone.